Même ambiance un petit peu surréaliste en Israël. Certains ont voulu profiter des instants de paix jusqu'au bout. Par exemple dans les boîtes de nuit de Tel Aviv où se sont rendus hier soir Aubry Edler et Yann Jikel. Ça ne s'invente pas. Le bar le plus en vogue de Tel Aviv s'appelle Bagdad Café. Et c'est bien sûr ici qu'a commencé la nuit dernière la grande fête de la fin du monde. Une fête ainsi baptisée par tous ceux qui, à travers la ville, ont préféré passer ensemble les premières heures de la journée symbolique du 15 janvier. Affluence record, l'on s'amuse et l'on crâne, laissant tout de même deviner parfois l'inquiétude et l'angoisse. Moi, au fond de mon cœur, je n'ai pas peur. D'ailleurs, je suis rentré d'Europe il y a 3 jours. Après tout, Saddam Hussein n'a pas réussi en 8 ans à détruire l'Iran. Alors, qu'est-ce qu'il peut contre nous? Moi, j'ai très peur, mais il faut s'amuser, au moins ce soir, c'est la boum de la fin du monde. Et puis j'ai confiance en l'armée. Ambiance plus tendue au restaurant Pieroutchki, le russe à la mode à Tel Aviv. Seule une dizaine de comédiens sont venus vivre ensemble cette nuit particulière. À mon grand désespoir, il y aura la guerre. J'ai tout préparé, l'abri, les masques, mais je n'arrive pas encore à m'imaginer vivant des jours si horribles. Chez l'italien Cucina, l'atmosphère est en revanche plus survoltée. Champagne offert, masque à volonté, l'affiche apposée à l'entrée n'a pas menti. Ici, au fil des heures, l'alcool a apaisé la peur pour un temps en tout cas. Et c'est vrai qu'éclaboussés de champagne, les masques à gaz peuvent avoir un petit air de fête. Alors nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial, notre correspondant permanent, Jacques Abouchard. Vous êtes à Washington. Jacques, quelles informations importantes, quelles nouvelles? Écoutez, c'est le petit matin à Washington. Simplement, je voudrais vous signaler une chose, c'est que la rumeur a circulé que le président pourrait faire une déclaration, adresser un message à la nation depuis le bureau ovale. Ça n'est pas officiel du tout, mais il est certain qu'il le fera une fois que les hostilités sont engagées, si malheureusement elles doivent s'engager. Mais sinon, il n'y a rien de nouveau. Depuis la fin de l'ultimatum à minuit, il ne s'est rien passé à la Maison-Blanche. La porte reste théoriquement ouverte pour d'ultimes efforts de la part des diplomates, puisque les armes n'ont toujours pas parlé, mais jusqu'à présent, M. Saddam Hussein ne semble pas avoir réagi favorablement aux ultimes appels, par exemple, de M. de Cuellar. Et pour les Américains, il est évident que dans ces conditions, le déclenchement des hostilités devient quelque chose d'à peu près inévitable dans un délai très rapide, selon les indications qui ont été fournies tout au long de ces journées de crise par le président et ses conseillers. Il a dit, si malheureusement nous devons intervenir, nous interviendrons très vite, le plus rapidement possible. Et en tout cas, pour l'instant, Jacques, pas d'intervention annoncée, en tout cas de George Bush dans l'immédiat. Pas d'intervention annoncée. Si vous voulez, ce qui court sous le manteau, c'est que la Maison-Blanche accorderait une espèce d'ultime délai de grâce à Saddam Hussein, qui n'irait pas au-delà de 48 heures. Merci Jacques Abouchard, merci bien, nous vous retrouvons bien sûr dans nos prochaines éditions. Dernière page de cette attente, de l'attente de cette guerre, c'est dans la communauté musulmane en France. Cette guerre, si elle éclate, aura des répercussions importantes dans cette communauté. Voici l'exemple de Marseille. Patrice Velay et Jean-François Giorgetti ont enquêté auprès des Arabes, mais aussi auprès des autorités musulmanes. Voilà, j'en ai des enfants. J'ai des enfants, j'ai peur pour eux. Voilà, c'est ce que je veux dire. Je demande de Dieu qui va faire la paix pour tout le monde. Voilà. La paix, le mot était sur toutes les lèvres ce matin, porte d'Aix. La paix plus que la guerre. Au hasard de la rue, des réactions plutôt mesurées. Nous, les Arabes, nous n'avons rien à voir, c'est-à-dire dans cette guerre. C'est une affaire de Saddam Hussein, c'est à lui de s'en sortir. Mais nous, une chose, qu'on ne touche pas l'islam, la religion, les lieux saints. Saddam Hussein parle beaucoup de religion et de guerre sainte. Il faut d'abord qu'il la pratique. C'est la destruction totale du monde. Oui, c'est la destruction totale. C'est pas la question de la guerre sainte ou la question. C'est pas la question. Les gens, ils viennent pour. Déjà, ils sont tendus. Normalement, chacun il a un petit peu. Palestine et les Juifs. Chacun il a un petit peu. Puis ça, c'est fini. Marseille discute mais reste calme. Devant la grande mosquée ce matin, aucune agitation et certains en reviennent à des soucis plus quotidiens. La guerre du Golfe ne nous intéresse pas. Il y a la guerre sociale qu'il faut voir, il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de malades qu'il faut voir.
La guerre est à 8000 km, qu'il y a des malades dans la rue. Du côté des religieux, un souhait désamorcer les tensions éventuelles avec une prise de position très claire du grand imam. Nous, on n'est pas d'accord avec Saddam Hussein pour l'appel au djihad, c'est-à-dire la guerre, et nous, on ne souhaite pas ça. Tout le monde pense à trouver une solution à ce problème. Et j'appelle toutes les autorités et tous les peuples à s'opposer à cette guerre. Un appel à la paix, mais aussi un appel au calme lancé vers les musulmans de Marseille. Oui, enfin ceci, la sécurité, les rumeurs de terrorisme, d'attentats terroristes en France notamment. Pierre Joxe, le ministre de l'Intérieur, a tenu ce matin à remettre les choses à leur place. Écoutez ce que disait M. Joxe. Depuis le début de la crise du Golfe, nous savons qu'elle peut engendrer une menace terroriste sur l'ensemble des pays d'Europe, parmi lesquels la France. C'est la raison pour laquelle les mesures de vigilance, de précaution, d'ailleurs vous vous rappelez qu'en ce qui concerne particulièrement les Irakiens, il y a déjà eu des mesures dès le mois de septembre. C'est donc des mesures de précaution engagées depuis plusieurs mois qui s'intensifient. Il ne faut pas que les Français se laissent terroriser d'abord par les rumeurs. Il y a eu quelques jours des gens qui pensaient qu'on allait avoir une disette, il n'y aurait plus de sucre. Ouais. Hier, dans la seule journée d'hier, dans 2 villes, il y a eu des rumeurs, il y avait eu un attentat. Alors ça fait partie de la stratégie du terrorisme, déjà de faire peur. Nous sommes dans une situation exceptionnelle que la France n'a pas connue depuis des dizaines d'années, mais la France a connu des menaces terroristes, elle a même connu des attentats terroristes il y a quelques années. Chacun doit jouer son rôle parmi les forces de sécurité, les policiers, les gendarmes, les douaniers, beaucoup d'autres gens, et les Français eux-mêmes en ne se laissant pas paniquer. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin, donc ce midi, à plus exactement 13h35, précisément sur le principal sujet de ce journal, bien sûr, la guerre imminente dans le Golfe. Nous y revenons à chaque instant si l'actualité nous y oblige. On attend depuis 6h, rien ne s'est passé, c'est déjà pas plus mal. Je me suis réveillé à 6h moins 5, j'ai mis mon réveil pour écouter France Info, et il n'y avait rien, quoi. La France s'est réveillée ce matin peu avant 6h, heure à laquelle expirait l'ultimatum des Nations Unies. Le premier réflexe de chacun a été de brancher son téléviseur, sa radio, d'acheter son quotidien. La France a réalisé que cette guerre jusqu'à maintenant virtuelle allait rapidement devenir réelle. Le recours à la force est dorénavant autorisé contre les troupes de Bagdad. La France est triste et elle attend. Et je sais pas, je crois que je suis vraiment plus d'espoir, mais je suis vraiment très touchée par les événements. Comment vous allez vivre cette journée aujourd'hui? Je sais pas, dans l'attente peut-être d'un dernier espoir, mais... En tout cas, sur le territoire français, des mesures de sécurité tous azimuts se mettent en place afin de prévenir tout attentat terroriste. Il y a eu un attentat ce matin à Turin, en Italie, contre les bureaux de la Paname, un cocktail Molotov. En France, les magasins, les édifices publics, les ambassades et tous les lieux stratégiques sont surveillés. C'est notamment le cas des centrales nucléaires, comme à Nogent-sur-Seine. Reportage de Thomas Hugues et Marie-Laure Bonnemain. La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, l'un des sites stratégiques particulièrement concernés par le renforcement de la sécurité. Depuis 2 semaines, avec le démarrage du plan Vigipirate de lutte antiterroriste, les contrôles d'identité et les fouilles se multiplient. Pour l'instant, pas d'effectifs supplémentaires, seul le déclenchement du conflit justifierait de nouvelles mesures plus contraignantes. Il faut éviter la panique. La vigilance à l'égard de paquets suspects, de comportements qui peuvent attirer l'attention, elle est utile. La panique, elle est nuisible. Même attitude raisonnée à l'aéroport de Roissy, 31 km² de superficie, une ville qui accueille en temps normal plus de 50 000 voyageurs par jour. Les menaces de guerre vident en partie les avions aujourd'hui, pourtant les mesures de sécurité sont renforcées. Exemple, ce dernier contrôle, très inhabituel dans la passerelle, juste avant le décollage. On dispose notamment à Roissy d'une compagnie d'intervention qui, de par sa mobilité, intervient à des endroits, à des heures et dans des lieux très différents, et pour créer donc une dissuasion, de façon à faire une prévention la meilleure possible. Paris n'est pas oublié par le plan Vigipirate. Les policiers, tous équipés de gilets pare-balles, les ministères et lieux publics particulièrement protégés. Exemple, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur.
La France, à l'heure de la sécurité, tous azimuts, mais sans panique. Une autre réaction qu'il ne faut pas négliger, bien sûr, c'est celle de la communauté musulmane en France. Voyez le reportage de Christine Chapelle, tourné ce matin dans un quartier à forte concentration maghrébine, à Paris toujours. Ce matin, sur le marché de Barbès, pas plus de monde que d'habitude. Les rues aux alentours sont plutôt désertes. L'ambiance s'efforce de rester optimiste et même bon enfant. Un peu de courage, un peu de sourire, tout le monde, jusqu'à 6 ans. Allez, la paix. Ça dit rien dans la vie. La paix pour tout le monde. Pour le Golfe, pour nous, pour les Français, pour les Américains, pour les Anglais, pour les Égyptiens, pour tout le monde. Pour les Israéliens aussi, pour les Palestiniens aussi. Pour tout le monde, on cherche la paix. Pas plus que ça. Moi, je suis avec le Français. Je suis là avec le Français. Oui, les Français, c'est tout. Nous s'arrange avec les climatistes. On n'aime pas la guerre, nous. La paix, moi aussi, hein. Je crois que c'est un problème interarabe. Vous voyez, on ne veut pas les troupes étrangères qui s'engagent dedans. Je veux qu'il sera réglé entre les Arabes même. Changement de décor, rue des Rosiers dans le quartier juif, là aussi peu de monde. Peu de gens acceptent de nous répondre. On préfère nous montrer un tract antisémite trouvé le matin même dans le courrier, appelant à boycotter les magasins juifs. Mais tout le monde reste calme. Je pense que c'est vous-même qui créez des tensions involontairement. Vous pensez que je pense que les journalistes intensifient trop le phénomène. Puis, je pense pas. Je pense qu'il y a une solidarité totale dans la paix. Eh bien, comme vous le voyez, c'est un quartier qui reste calme. On attend, on est serein, on ne fait pas de provocation, on ne sait pas les conséquences. Dans les deux communautés, un seul mot revient dans les conversations, la paix. Oui, la paix, le calme et la solidarité, effectivement, en France, alors que cette guerre menace en Irak. Pour finir cette nouvelle édition spéciale, l'un des petits villages de France qui est directement concerné par ce qui se passe dans le Golfe. Il s'agit des communes qui abritent les familles des soldats qui sont partis là-bas. C'est le cas notamment du village d'Étain dans la Meuse où est installé le 3e régiment d'hélicoptères de combat. Denis Sébastien a passé cette fin d'ultimatum ce matin en compagnie des familles de soldats. 6 heures sur le fronton de la mairie d'Étain. Pas âme qui vive dans les rues de la ville, mais derrière les fenêtres de plusieurs maisons, des habitants sont aux aguets. Devant son poste de télévision, monsieur le maire suit avec angoisse les premières minutes d'après la fin de l'ultimatum. Il pense plus particulièrement à ses administrés qui sont là-bas, soldats en Arabie Saoudite. Et je crains qu'ils ne soient en première ligne, c'est vraiment une crainte que j'ai. Enfin, c'est leur devoir, bien sûr. Et comment leurs familles qui sont restées ici vivent ce moment ? Imaginez un petit peu l'angoisse d'une femme qui sait qu'à 6 heures du matin, ça peut péter. Ils sont très plus qu'inquiets, ils sont stressés. Enfin, c'est vraiment, je les comprends parfaitement. Je sais par des gens proches que dans les familles maintenant, et même pas seulement les familles militaires, mais vraiment cette fois-ci, ça y est, on y est. Hein. La réflexion qu'on entend, c'est cette fois-ci, on y est. Silence dans le lotissement où résident les familles de militaires. Les épouses ont reçu pour consigne de ne pas répondre aux sollicitations des journalistes. Dans le bar du village, on parle des copains qui sont en première ligne. C'est plus ou moins parti, mais enfin, pour l'instant, il n'y a encore pas de feu vert. Ils attendent quand même une solution, peut-être à la dernière minute, qui est peut-être fort possible. Enfin, c'est critique. Hein. Ça nous ennuie, quoi, de savoir que c'est tendu. Si ça éclate, ce sera ennuyeux de perdre des amis, quoi. Le jour tant redouté se lève sur Étain et sa base militaire, mais l'aube n'a pas gommé l'incertitude. Oui, l'incertitude partout. Je vous rappelle que l'ultimatum a expiré il y a 7h30 maintenant et que, heureusement, pour l'instant, aucun conflit n'a éclaté.